Bonjour Wilfried. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de répondre à nos questions du coup et de revenir une nouvelle fois sur 9e art du coup, puisque vous êtes chacun passé une fois si je dis pas de bêtises. Ouais. Et qu'on avait parlé du coup des vieux fourneaux tome 3 à l'époque, chacun respectivement, parce qu'on s'était vu à Nantes et on s'était vu à Angoulême l'année dernière. Tome 2 pour nous. Au même endroit. Pour moi, en tout cas. Ah, c'était tome 2 ? Non, le tome 2 était sorti. Ouais, mais c'était pour le tome 2. Non mais ouais, mais du coup déjà t'avais commencé à teaser le 3 et tout. Bref. T'avais teasé. Allez. Et donc justement le tome 3 est sorti là il y a quelques mois désormais. Les vieux fourneaux c'est un succès, il n'y a plus grand chose à prouver. Et enfin justement c'est ma première question, qu'est-ce que vous aviez à prouver avec le tome 3 en se disant bah voilà on a gagné X prix, la série fonctionne, on fait de la BD classique et moderne et qui touche toutes les générations, en plus c'est le thème. Et c'était quoi le défi du coup? Avec le temps de production d'un album, on n'a pas trop le temps de se poser ces questions-là parce que le 1 et le 2 ont été faits dans la foulée. En fait, on a fait le 1, on l'a pas sorti, et on a fait le 2 en gardant le 1 au frigo, comme on dit, pour pouvoir sortir les deux premiers rapidement. Du coup, en fait, quand le 2 est sorti, on a enchaîné sur le tome 3, et le succès venant, ça n'a pas changé grand-chose à notre travail quotidien, parce qu'on était déjà, le tome 3 était déjà bien amorcé quand le succès a commencé à pointer son nez. C'est peut-être plus en ce moment où je suis en train de finir l'écriture du 4, dans un contexte où les vieux fourneaux ont franchi un cap, où la série a franchi un cap en termes de nombre de lecteurs, etc., qu'on se sent un petit peu plus aux commandes d'une série qui a gagné un lectorat important et qui est reconnu, attendu, etc. C'est plutôt maintenant. Au moment du tome 3, on était encore dans une relative fraîcheur et je trouve. La relative fraîcheur. Est-ce qu'on ne regarde pas tous Paul quand on pense à fraîcheur? Regardez. Hein? Oui, je pense pas que on fasse un album pour avoir des prix, hein, comme tu disais. C'est vrai qu'on en a eu c'était pour plus le sur le tome défi 2. artistique, parce que par exemple, Oui. c'est un ressenti qu'on a eu nous chez nous. On a trouvé que c'était des vieux fourneaux, c'était de loin le plus introspectif en fait. Notamment avec les thèmes comme la cruauté rurale et ces gamins qui ne sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de faire du mal et que ça peut durer une vie entière, tu vois, avec la ruralité, ça n'a pas la même temporalité justement et tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait... alors du coup tu m'expliques que vous avez vous avez fait les deux premiers d'abord et puis le troisième, et ça sent, et pour les bonnes raisons, tu vois, j'ai envie de dire, où vous allez plus... Oui, mais ça fait partie du projet dès le début. Moi j'avais à cœur avec Paul, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait présenter des personnages qui ont toute une vie derrière eux, et cette vie, on ne s'interdirait pas d'en montrer les aspects les plus sombres. Ce qu'on voulait, c'est montrer des gens humains, on a tous des moments dont on n'est pas fier dans notre vie. Et nous, ça nous paraissait important de montrer des personnages qui ne sont pas des héros au sens j'ai gardé ce cœur immaculé de ma naissance à ma mort. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est le parcours, c'est le chemin de quelqu'un qui a fait des conneries. Mais l'important, c'est de s'en rendre compte. On a tous le droit de faire des conneries et d'avoir été méchant, injuste, égoïste à plein de moments. Ça fait tout simplement partie de la vie. Donc, dès le début, nous, on savait qu'on ne s'interdirait pas ce type de violence-là sur nos propres personnages. Moi, je pense qu'il faut martyriser un peu ces personnages. J'aime bien ça, d'ailleurs. Et justement, c'est peut-être une question d'interprétation, mais j'ai trouvé que le tome, notamment sur la question de la rédemption, tu vois, qui est plus légère que justement si c'était avec un héros immaculé où tu serais dans quelque chose de très cliché, tu vois, et tout. Et la fin du tome, elle n'est pas joyeuse, quoi. Vraiment, et en plus il y a le départ de Mimile qui non, voilà, rien, c'est vrai
ça nous plaît de pouvoir... en fait, on peut pas arriver... moi, je suis contre l'idée vraiment de resservir au lecteur à chaque album vraiment la même chose. Nous, on a beaucoup hésité au début avec Paul. Est-ce qu'on fait... comme tous les auteurs, je pense, aujourd'hui, on oscille toujours entre l'envie de faire un one-shot, un truc punchy, après je passe à autre chose. Et puis, il y a le concept de la série, installer quelque chose sur la longueur. Mais si c'est installer quelque chose pour se trouver dans une routine, nous, en tant qu'auteurs, ça nous fait peur aussi. Et on se dit, si nous, ça nous fait peur, je vois pas pourquoi le lectorat se retrouverait là-dedans. Alors, je sais qu'une grosse partie des lecteurs n'ont pas trop de problèmes avec ça. Retrouver systématiquement le même truc. Mais je sais aussi qu'une autre partie des lecteurs, ils aiment bien qu'on les bouscule. Et ils retrouvent, il y a un tronc commun, on va dire, ils retrouvent une ambiance, évidemment, des personnages, etc. Mais tu peux les amener sur un autre registre. Et tout à coup, ce tome 3, nous, ça nous plaisait, oui, de le rendre, il est un peu moins ouvertement comique. Mais déjà, dans le tome 2, on avait joué avec ça, puisque voilà, on va avoir un débat. Mais parce que dans le tome 2, par exemple, on se rendait compte que Pierrot, enfin l'amour contrarié de Pierrot avec son ancienne muse Anita, là, ça tournait un peu tristounet. Enfin, il se disait que finalement. Mais le troisième est dur, quoi. Il est réellement dur déjà. Il est plus dur parce que le personnage de Berthe est un personnage dur. Ouais, à fond. Ouais. Non, moi, je disais, je suis pas d'accord. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit il est moins drôle ce tome 3. On en avait parlé avec Wilfried, mais on trouve pas, parce que c'est vrai que dans le tome 2, il y avait cet humour de situation avec le groupe de Pierrot, des trucs assez gras. C'est un humour assez gras avec Jean-Chil Déric. C'était un peu plus politique. Là, moi je trouve qu'il y a énormément de scènes drôles. Il y a beaucoup de dialogues ultra marrants. C'est pas tellement sur l'humour, je crois. C'est plus vraiment sur la portée. Enfin, Les Vieux Fourneaux, les deux premiers, j'ai vu une portée politique hyper intéressante. En plus, tu vois, sur le discours de basiquement notre génération face à la génération de nos parents. Et tu vois, 73 et compagnie, vous avez rien changé, c'est vous les coupables et tout. Des discours qu'on peut dire, assumer, je pense, à mon âge, tu vois, maintenant. Et le troisième est vachement plus... je sais pas si désillusionné c'est le mot, tu vois, mais et c'est une qualité en plus, parce que c'est ce qui m'a touché moi vraiment dans ce troisième tome, tu vois, et particulièrement avec Berthe et la fin, qui du coup les deux se retrouvent, enfin les toutes dernières cases. C'est un peu plus humain peut-être, tout simplement, encore peut-être. Plus proche des personnes, des personnages, et puis de nous, voilà, en tant que gens, quoi, je pense. Mais l'un des points de départ de la série, que nous on avait déterminé entre nous, c'était aussi qu'on voulait dresser le portrait de Jean, en s'attachant à montrer comment vraiment tous, autant que nous sommes, on est le produit de notre enfance. Et ça, c'est un de nos points de départ. Tu te rends compte quand t'entends parler, moi ça m'a toujours fasciné, quand t'entends parler des vieux messieurs, Michel Serres, le philosophe, plein de gens comme ça qui, à un moment donné, ils reviennent à leur enfance et à ce qu'ils ont vécu. Je parle pas des grands chefs de cuisine qui parlent tous de leur grand-mère quand ils rentraient dans la cuisine. Et voilà. Tous ces souvenirs qui nous... Et du coup, c'était intéressant de montrer comment nos trois personnages, c'est cette amitié structurée, renforcée dans l'enfance qui les a ensuite portés tout au long de leur vie, mais aussi comme sur des personnages comme Berthe, c'est l'inverse, montrer le revers de la médaille de ça, c'est-à-dire c'est des traumatismes d'enfance qui peuvent changer toute la trajectoire de ta vie, pour le meilleur comme pour le pire en fait. Et moi j'ai l'impression à titre personnel d'avoir fait de très bonnes rencontres dans ma vie qui ont vraiment changé ma trajectoire personnelle. Et d'autres personnes font la mauvaise rencontre, tombent sur les mauvaises personnes et ça je trouve que c'est un matériau narratif qui est... C'est des territoires à explorer qui sont hyper intéressants. Alors justement, je suis désolé parce que c'est la question la plus bateau du monde et c'est un peu relou, mais tu me mets vraiment sur le chemin. Et il y a une portée autobiographique ou pas dans Les Vieux Fourneaux ? Parce que c'est tellement criant de vérité de la vie rurale
alors évidemment, toi tu n'es pas un Parisien ou le plus parisien des auteurs, tu vois. Mais alors il y a un truc qui est certain, c'est que c'est une série qu'on a voulu l'ancrer dans la campagne du Sud-Ouest, parce que nous on est du Sud-Ouest tous les deux. On a eu tous les deux des grands-parents qui avaient des fermes à la campagne, etc. Donc en fait on parle un peu du sujet qu'on connaît, quoi. Après c'est pas autobiographique, tous les personnages sont complètement fictionnels, mais inspirés, oui, de gens qu'on a pu croiser, de souvenirs personnels qu'on évoque de temps en temps. Il y a un peu de tout ça. Ok. Et pour le tome 4, on peut s'attendre à un retour de Mimi, la façon Deus Ex Machina, super-héros, il revient, il est devenu trop balèze et tout, encore plus. C'est ça. Et il change tout. C'est déjà sur internet ou quoi? Non, c'est un tome qui va être un peu plus porté sur le personnage de Sophie, de la jeune fille, mais qui continue à, évidemment, c'est quand même les vieux fourneaux qui sont au cœur du truc. Et c'est très difficile comme je veux pas en parler. Je l'ai pas lu encore. C'est vrai? Non, j'ai pas fini. Je suis hyper en retard et je finis. Tu fais partie de ces scénaristes qui finissent tout avant. Ah ouais, je finis. Non, pas tout, parce qu'après on en reparle et puis on peut changer des trucs et tout. Mais ma première version, je veux qu'elle soit. Je veux qu'elle soit déjà. 10 pages comme ça. Non, voilà. Non, je veux qu'il puisse s'immerger complètement dans l'histoire. Oui, tu préfères aussi. Savoir où ça va. C'est la base. Mais oui, pour résumer, ça se passe au village. Il est vraiment ancré au village natal des vieux fourneaux. Et le personnage de Sophie est un petit peu plus au centre. Y compris d'ailleurs dans la façon dont le scénario est construit, parce que le personnage de Sophie étant un personnage très chaotique, très bordélique, avec quelqu'un qui est tiraillé, qui est déchiré, j'ai voulu respecter sa structure en fait et son personnage, et donc j'ai fait un scénario qui est comme ça, qui est pas sans ressemblance avec ma révérence de ce point de vue-là, c'est-à-dire on a l'impression d'un chaos, on a l'illusion d'un chaos en fait, voilà. C'est-à-dire qu'au début, ça tire un peu dans tous les sens avant que ça finisse par ressembler à quelque chose, que les pièces du puzzle se rassemblent. Voilà. C'est pas un film linéaire, ouais. C'est à l'image du personnage en fait. Ok. Et le perso de Sophie aussi, purement fictionnel? Non, je dirais pas ça. Il m'a quand même été inspiré par des gens que je connais, deux filles en fait, c'est le hasard, mais deux filles que je connais qui ont une trajectoire un peu semblable, c'est-à-dire qui ont été capables à un moment donné de changer de cap, de se rendre compte que les études qu'elles avaient fait, que tout ce qui les avait portées vers une logique de réussir en société, de s'intégrer dans des entreprises, leur correspondait pas, et elles ont tout lâché avec moi, ce que je considère comme une grande force et un grand courage, pour aller faire complètement autre chose, beaucoup plus dur en termes de qualité de vie, mais qui correspond fondamentalement à ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent faire. Et qui est un thème hyper générationnel en plus aujourd'hui, avec cette espèce de crise justement de c'est ça, de reconnaissance et plutôt que de s'intégrer, elle pose la question, plutôt que d'essayer de s'intégrer de force dans une société qui en plus est devenue difficile et qui a plus grand chose à t'offrir en termes pourquoi ne pas directement reprendre à la base vraiment tes propres envies, tes propres désirs, et écouter ces envies-là et te lancer finalement sans peur en fait. C'est pas un peu ce qui t'est arrivé à toi aussi? Non, moi je dirais... Notamment la découverte du métier d'auteur BD, un peu par hasard, et après... Ouais, complètement par hasard même. Mais justement, moi c'est... Justement, si on m'avait pas fortement incité à le faire, moi je suis peut-être le mauvais exemple de ça. En fait, si je les admire, c'est justement parce que moi en fait je m'étais un peu laissé porter sur une voie où j'étais pas malheureux en tenant des bars, etc. C'est super excitant, il y a plein de choses qui m'allaient très bien, mais c'est vrai aussi que toutes ces envies d'écrire que j'avais pu avoir, j'avais petit à petit renoncé. Et si des copains auteurs, dessinateurs de BD m'avaient pas dit mais viens nous aider, on a besoin d'un scénariste, etc. Peut-être que finalement je me serais laissé éloigner de tout ça
par la logique économique, faut bien vivre, faut bien gagner sa vie et tout ça. Donc je crois finalement que moi je les avais pas ces ressources, cette force de caractère qui te fait faire un demi-tour à 90 et voilà. Donc moi ça faisait partie des... Oui pardon. Oui c'est en 90 tu vas un peu trop loin. Et je trouve que ça fait des personnages forts et d'autant plus là en l'occurrence ça, comme je disais c'est un peu un hasard ces 2 filles et finalement je suis pas si sûr que ça soit un hasard, c'est aussi une force de caractère que tu peux retrouver pas forcément typiquement mais qui est assez fréquent chez les nanas. Voilà. Ok, et du coup Paul, le tome 4, il y a une date de sortie 2017. Oui, ce sera 2017. Une période en 2017 plus qu'une autre? Non, en 2017 là. Entre janvier et décembre, en tout cas, ça c'est sûr. Je vous assure que ce sera entre janvier et décembre. Je fais le serment ici. Très bien. Et j'ai une dernière question, messieurs. Bon, c'est pas Hollywood, hein, mais il y a quand même des rumeurs dans le petit monde du franco-belge. Il paraît que Les Vieux Fourneaux, ce serait pas mal adapté. C'est en cours. Du coup, ouais. Et c'en est où? Entre janvier et décembre. C'en est où? Quel format? Long métrage, cinéma, en cours d'écriture. Un album par film ou... Non, autre chose? Non, autre chose. De l'inédit? Pour l'instant, un film. Ok. De la part des producteurs, l'envie d'en faire plusieurs s'il y a moyen, si le public en veut, voilà. Mais non, quand même une réécriture. C'est pas premier film, tome 1, tout ça. Et tous les deux, vous travaillez dessus? C'est surtout Wilfried. Pour l'instant, c'est surtout moi parce que c'est lui qui a écrit le scénario. Voilà, on m'a embauché comme scénariste. Donc en fait, pour l'instant, c'est surtout moi. Okay. Mais évidemment, Paul est intégré sur les recherches. Pas forcément, mais j'ai un droit de regard sur le scénario. Je peux porter des idées pour l'instant, mais parce qu'on n'en est qu'à la phase écriture pour l'instant. Enfin, Wilfried en est à la phase écriture. Et puis vu qu'il a dessiné sa maison, à un moment donné, si ça devient un film, il va bien falloir qu'on vienne chez lui, quoi. Je suis un peu malin quelque part. On va pas la reconstruire à côté dans un autre champ. J'aurais pu dessiner la maison du voisin, et là, bon. Et justement, dernière question aussi sur le film, on peut s'attendre à un truc fidèle quand même, pas forcément, déjà parce que toi t'es impliqué directement dans le truc et parce que tu sais, enfin voilà, j'ai pas envie de pareil casser du sucre sur le dos de pas mal d'adaptations de BD franco-belges, mais il y a des fois où ça n'a pas grand chose à voir avec le matériau original, les ambitions artistiques elles sont au ras et... Pour l'instant, c'est difficile de le savoir parce que la production de films, c'est toujours la même chose. On part avec des ambitions artistiques très très élevées et totalement délirantes. Et petit à petit, une réalité ou une soi-disant réalité du marché peut tout revoir à la baisse. Les contrats sont totalement différents de ceux de la bande dessinée. Donc pour l'instant, pour l'instant, ça se passe très bien. Mais je suis prudent parce que c'est la première fois que je fais ce chemin vers le cinéma. Je suis comme toi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est très difficile pour l'instant de le dire. Je suis d'accord avec toi que la plupart du temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cette adaptation. Là, en l'occurrence, on m'a embauché comme scénariste parce qu'il y avait un souci de rester, de coller, de rester. Donc moi, j'ai plutôt pris ça comme un gage d'une envie de faire quelque chose de fidèle, au moins, enfin en tout cas de respectueux du projet original qu'est la bande dessinée. Ça peut encore beaucoup changer en cours de production. Ok, et voilà. 2017-2018 ? Plutôt 2018 a priori, 2018. Mais ouais, voilà. Très bien. Et merci beaucoup messieurs. Bon festival à vous. Et puis à l'année prochaine du coup dans le même coin. Bah oui là. Impeccable.